Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles soutenu depuis cette année par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Je m'appelle Estelle, je suis passionnée par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris. Je suis d'ailleurs persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu. En tant qu'amoureux des chiens, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant mais comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées ? Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, ou encore comment agir quand vous croisez un tel binôme. De manière assez inédite, je vous présente aujourd'hui Laetitia, qui est accompagnée d'aucun chien guide en fait. Ça fait longtemps que je voulais justement vous parler du choix d'avoir ou non un chien guide, sans jugement pour autant, afin d'échanger sur le fait que ce n'est pas automatique et que c'est vraiment une question de volonté ou non d'en demander un. Aveugle de naissance, Laetitia a très jeune eu tous les codes du déplacement à la canne blanche, même si elle n'a jamais vraiment apprécié ça. Les études supérieures l'ont amenée à évoluer dans différentes villes et même à l'étranger, avant de la conduire finalement chez Radio France. Mais pourquoi n'a-t-elle jamais demandé un chien guide ? Et quelles sont les raisons qui peuvent exister derrière un tel choix ? De sa jeunesse à son arrivée à Paris, Laetitia retrace pour nous son parcours et en parallèle ses réflexions sur une éventuelle demande de chien guide. Elle revient sur leurs qualités exceptionnelles qu'elle a découvertes en côtoyant des amis accompagnés par un chien guide, mais aussi sur les raisons pour lesquelles elle ne souhaite pas en avoir un aujourd'hui. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Laetitia. Bonjour. Merci en tout cas d'avoir accepté tout de suite mon invitation malgré ton emploi du temps bien chargé, on va le voir, on a réussi à se caler une petite heure pour enregistrer. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter rapidement ? Oui, alors je m'appelle Laetitia Bernard, j'ai 39 ans, je suis aveugle de naissance, je suis journaliste à Radio France et j'aime beaucoup le sport, je fais pas mal d'équitation et puis un peu de tandem et de course à pied. Dans ton quotidien, ça se passe aussi derrière un micro, pas le même que le mien aujourd'hui, mais Ouais. Tu es journaliste sportive, donc tu interviens en tant que chroniqueuse à France Inter. Je suis journaliste à la base et je suis à la direction des sports de Radio France. Cette saison, j'assure notamment les journaux des sports du week-end le samedi et le dimanche matin sur France Inter et sur France Info. Ok, donc ça te donne un rythme un petit peu différent vu que décalé, ouais. Vu que tu travailles plutôt en week-end. Le week-end, je travaille même essentiellement le week-end et je pars vers 4h ou 5h du matin, ouais. C'est en matinale, ouais. Et du coup, c'est un peu particulier aujourd'hui. Ça fait longtemps que je pensais à faire ce genre d'interview et j'avais déjà pensé à toi parce qu'on échange depuis quelques temps. Puisque, on va le dire tout de suite, tu n'as pas de chien guide. Oui, moi j'ai pas de chien guide. Pardon. Alors que ce podcast est un podcast sur les chiens guides d'aveugles, mais aujourd'hui, justement, je voulais creuser un petit peu la question de ce choix d'avoir ou de ne pas avoir de chien guide. Est-ce qu'on peut essayer de rembobiner un petit peu le fil de ton histoire à partir de ton enfance peut-être ? Tu es aveugle de naissance, comment ça s'est passé pour toi assez jeune ? Assez jeune, donc mes parents ont su que je n'y voyais pas. En gros, ils ont commencé à faire les premiers examens médicaux, j'avais 3-4 mois. Mm-hmm. Vraiment toute petite, ils savaient que j'y voyais pas, donc qu'il allait falloir adapter la scolarité. J'ai innové un peu, j'ai été scolarisée. En fait, le centre spécialisé était pas très loin de l'école, entre guillemets, des valides. Mm-hmm. Au début, je faisais le matin avec les valides et l'après-midi à l'école pour les enfants malvoyants, non-voyants. Mm-hmm. Et après, je suis passée en intégration à partir du CM1, mais épaulée par un service à adapter, bien évidemment. Et puis j'ai suivi ma scolarité, j'ai passé mon bac et après j'ai fait mes études et ainsi de suite. D'accord, donc en fait, t'as fait une sorte de mi-temps entre l'école adaptée, on va dire. Ouais, au début, ouais, jusqu'à mes 9 ans, je faisais du mi-temps. Et puis après, j'ai quasiment fait toute ma scolarité chez les valides. Enfin, je dis les valides parce qu'il faut bien employer un mot, mais bon. Oui. Mais par contre, j'avais de l'aide, j'avais des transcriptions en braille, j'avais des instituts spécialisés qui venaient une demi-journée ou 2 par semaine. Il y avait des synergies entre les deux structures. Oui, il y avait des liens, c'était pas juste une structure plus une, il y avait vraiment des liens entre les deux. Ils fonctionnaient ensemble, ouais. Tu as appris le braille assez jeune, j'imagine ? Ah oui, moi j'ai appris le braille en même temps que tout le monde apprenait à écrire, on dit en noir dans le jargon, mais en CP quoi, fin de maternelle, CP comme tout le monde. Et moi j'apprenais le braille, les copines apprenaient le noir, l'écriture avec les traits, le stylo. Et en fait, on s'échangeait un peu. Enfin, moi je leur montrais comment marchait le braille, les filles elles me montraient comment on faisait. Moi je connais l'alphabet capital comme ça, parce que les copines
copines m'ont montré quand j'avais 6 ou 7 ans. Ok. Je savais pas qu'on disait en noir, tu vois. Ça me fait Ouais, sourire. on dit en noir, mais je sais pas pourquoi, mais oui, on dit, enfin, entre non-voyants, on va dire en noir pour parler de l'écriture des voyants. Ouais, mais tu vois, j'aurais encore appris quelque chose. Tu te guidais à la canne à cette époque-là? Comment ça s'est passé pour toi dans le déplacement? Ouais, moi j'ai été formée à la canne toute petite. Dès 3-4 ans, déjà on avait psychomote, enfin psychomotricité, donc on t'apprenait à marcher dans un couloir avec d'abord ils t'apprennent à avoir les mains devant le front, la technique de la couronne pour te protéger des obstacles. Après, je me souviens plus, je me souviens de jouer en mousse. Je sais plus ce qu'on faisait exactement comme exercice, mais t'as de la motricité. Et à partir de, je dirais, 5 ans, on m'a mis une canne dans la main, donc à ma taille, hein, une canne enfant, et on m'apprenait le balayage, la coordination. Pied gauche avance, canne à droite, etc., etc. Donc ouais, j'ai été formée à la canne très petite. Après, on t'apprend alors l'école spécialisée, il y avait un grand parc, donc on t'apprend à longer une allée avec la canne, à repérer les obstacles. Après, on te met dans la rue et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc moi, j'ai vraiment été formée aux bases de la de la locomotion et de la canne dès l'enfance, ouais. De manière presque lourde parfois, parce que ça peut être un peu stressant, petit, de se retrouver dans des rues avec plein de voitures et on est un peu petit et se sentir un peu paumé en sachant que ça fait des cours en plus de l'école, en plus de l'apprentissage du braille et tout et tout. C'était un cours en plus, mais pas un loisir pour autant. C'est la différence. Loin s'en faut, non, ça me saoulait la canne. Enfin, franchement, maintenant, je suis trop heureuse d'avoir ces bases, mais alors sur le moment, j'aimais pas ça. Ouais, ça fait partie des choses dans notre enfance. Des fois, on n'aime pas. Ouais. Et après, on se dit qu'on est très content de s'y être fait forcer. Exactement. Donc, t'as été hyper autonome dans ton déplacement? Et pas tant que ça. Enfin, en fait, moi, la chance que surtout j'ai eue, c'est que j'avais plein de copains-copines. Et donc, je me déplaçais souvent en groupe. Donc, en fait, j'étais pas si autonome que ça si j'y réfléchis. Par exemple, si j'avais envie d'aller toute seule acheter des bonbons, enfin, j'avais quoi, même si j'étais 12-13 ans, je prenais sur moi, je me mettais un coup de pied aux fesses en disant allez, vas-y, prends ta canne, vas-y. J'étais pas à l'aise quand même, hein. Okay. J'aimais pas ça. Enfin, ça me stressait. Je savais le faire. En fait, j'avais la boîte à outils, mais ça me stressait beaucoup. Mais j'étais pas hyper autonome. Enfin, même quand je prenais le bus pour aller rejoindre les copines en ville, on se retrouvait à plusieurs, quoi. C'est ce que me disait un peu Bérénice, là, qui maintenant est au lycée et qui a eu un chien guide, du coup, à la fin du collège. Bérénice, dans l'épisode 28, elle me disait que, elle, ça lui a permis justement de sortir seule, c'est-à-dire sans les copines, c'est-à-dire de pas se donner rendez-vous devant chez elle pour aller au collège, etc. Et parce que la canne, en effet, était pas sécurisante pour elle en tant que telle. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, enfin, je comprends. Donc, en général, oui, il y a plein de copains-copines et heureusement, ça permet aussi de socialiser, de fluidifier un peu cette différence, on va dire, quand on est jeune. Puis j'avais mes parents qui m'accompagnaient aussi. Mes parents, ils me posaient. Enfin, voilà, mes parents étaient très présents aussi. Ça, j'en parlais aussi avec Anaïs, qui a aussi eu un chien guide assez jeune à l'âge de 12 ans. Mais Anaïs, dans l'épisode 35, elle me racontait qu'en effet, si les parents sont pas là, et c'est bien un projet d'investissement de la famille pour accompagner l'autonomie. Ouais, oui. Toi, tu as poursuivi tes études dans le cursus classique, on peut dire, du coup. Ouais. Après ton bac, comment ça s'est passé pour toi? Après, j'ai eu le concours de Sciences Po Strasbourg, donc je suis partie. Et là, j'ai eu la chance que mes parents puissent m'épauler la première année, me suivre la première année, parce que c'était trop galère. Mais c'était pas forcément les déplacements le plus dur pour le coup, c'était d'autres dimensions. Enfin, ça faisait un tout, remarque. Mais au niveau de la canne, en fait, je me suis débloquée parce que j'ai commencé à avoir des stages d'été au Move, qui était la radio jeune de Radio France. J'étais en coloc chez ma meilleure amie dans Toulouse à l'époque, parce qu'on était sur Toulouse. Et donc là, clairement, j'ai dit faut que je sache aller avec ma canne le matin sur mes lieux de stage, que je sache rentrer chez moi et tout ça. Je me rappelle, j'avais rappelé ma prof de locaux de quand j'étais plus petite et du coup, ça a été vite réglé parce que comme j'avais les bases en une ou deux demi-journées, tac tac, elle m'a remis un peu en confiance. Et là, j'ai commencé vraiment. Là, oui, j'étais plus autonome dans mes déplacements. Même si j'aime pas les déplacements en canne, j'aime pas ça. Mais je l'ai fait. Et du coup, la question du chien guide, est-ce qu'elle t'a traversé l'esprit ou pas du tout dans ton histoire? Alors, pour moi, en tout cas, avant mes 18-20 ans, c'était interdit. Enfin, pour moi, on pouvait pas avoir de chien guide quand on était mineur. Je pense que c'est ce qu'on nous avait dit parce que oui, on a dû se renseigner, c'est sûr. Et puis après, mes parents, ils aiment pas particulièrement les chiens, enfin les animaux, tout ça. Ils aiment pas ni dans un sens ni dans l'autre, mais on n'avait pas d'animaux comme ça, enfin de chiens à la maison. Il y avait pas d'attirance particulière. Donc ça a jamais été quelque chose où ils me disaient ce serait bien que t'aies un chien et même c'est marrant dans ma famille, il y avait pas trop cette réflexion là. Enfin, elle y était mais de loin. Et puis en fait après quand j'ai commencé à faire mes études, je voyais le truc, j'étais toute la journée dans un amphi.
je pouvais bouger de ville. Quand je suis partie en Erasmus à Berlin et tout, je me disais mais en fait, prendre un chien, je voyais plus ça comme un truc compliqué que comme une aide. J'avais pas bien la dimension, alors que maintenant je la comprends. Mais plus jeune, je voyais vraiment ça comme quelque chose d'extrêmement compliqué finalement qui allait me rajouter une contrainte. Ouais, tâches, enfin des choses à faire alors que déjà je faisais mon max. Voilà, j'avais un emploi du temps, enfin voilà, j'essayais de me débrouiller, mais et puis aussi, il y avait quand même j'étais dans un petit appart, enfin souvent soit en résidence universitaire, soit tout ça, donc toute la journée en amphi. Le soir, ben, soit à manger chez les copains copines ou aller boire des verres, enfin, je voyais pas un chien s'insérer là-dedans, j'avais pas de jardin. Voilà, je me disais c'est ça va pas être cool pour le chien et moi ça va me peser et ça va pas matcher. Et puis cette question de avant 18 ans ou pas, c'est vrai que pour le coup la fondation Frédéric Gaillan, elle a commencé à être en réflexion au début des années 2000, mais ça s'est vraiment posé au fin des années 2000 et pour le coup toi, tu étais déjà plus grande. Papa, tu étais plus grande. Plus grande. C'est rigolo de voir comment tu percevais ça. Et je pense que tu n'es pas la seule. Et c'est hyper intéressant d'en parler aussi, de voir. Et puis, moi, je le vois en tant que famille relais, en tant que bénévole. Les premières questions que me posent les gens quand ils abordent le fait que j'ai un chien à mes côtés, un élève chien guide, ils me disent « Ah, mais tu dois avoir une maison. Tu dois... » Enfin, dans le sens, vu que tu as un chien, tu as aussi 100 mètres carrés, un jardin et tous les aveugles. Ouais, bah, je leur réponds rapidement que moi non et que les déficients visuels sont pas plus riches que les autres malheureusement. Oui, mais c'est vrai que les gens se posent la question parce qu'on imagine souvent un chien, sans parler d'un chien guide, mais un chien de manière générale dans un univers plutôt, on va dire verdoyant et grand et nature quoi. Ouais, mais je comprends du coup. Qu'il puisse se dégourdir les pattes et moi franchement, j'étais toute la journée en cours ou assise à mon bureau à réviser et j'étais là mais le pauvre chien, il va s'ennuyer quoi. Enfin, ouais, je sais pas. Enfin, c'était comme ça que je réfléchis. Non, mais c'est la vision des choses que tu avais, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est intéressant de la partager parce qu'en effet, ce que je te confiais avant d'enregistrer, c'est que on a souvent l'habitude, et moi encore plus en tant que bénévole au sein du mouvement et passionné et investi, de se dire c'est la solution pour tout le monde. Et en fait, en discutant, bah voilà, il faut aussi accepter que tout le monde ne choisit pas, tous les déficients visuels ne veulent pas un chien guide et puis c'est comme ça quoi. Mais donc toi, à cette époque-là, c'était pas forcément quelque chose qui était venu un peu dans l'esprit parce que ça correspondait pas à ton... Non, c'est ça, à mon mode de vie ou à ce que je sais pas, ça me parlait pas et puis voilà, j'avais pas envie de me lancer là-dedans, ouais. Et donc après ces quelques années à Toulouse, puisque aujourd'hui tu es sur Paris, comment s'est passée la transition? Oh non, mais en fait j'ai fait plusieurs étapes. J'étais sur Toulouse, ensuite je suis partie sur Sciences Po Strasbourg. Ouais. Ensuite je suis partie 1 an à Berlin, je suis revenue à Strasbourg pour mes études et ensuite effectivement j'ai atterri à Paris à l'école de journalisme. Et en fait, une fois que je suis arrivée à Paris, finalement, c'était presque plus entre guillemets confortable au niveau notamment des déplacements parce que Paris, il y a tout le réseau de transport en commun. J'étais plus à l'aise quoi. Et puis j'avais eu le baptême du feu avec Strasbourg, avec les changements de ville. La transition s'est passée comme elle a pu, mais bon voilà. Donc j'étais toujours en Cannes, voilà, et je suis toujours en Cannes. Et par rapport à ce que tu ressentais quand tu étais jeune, la difficulté d'avoir la canne, éventuellement du regard des autres, je sais pas, enfin c'est ce que me disent parfois les invités. Non, moi le regard des autres par rapport à la canne, c'est pas, enfin de toute façon le regard des autres par rapport au fait qu'on n'y voit pas, il est déjà il est occulté. Tel qu'il est. C'est compliqué. Donc canne ou pas canne, bon, mais moi, la canne, le truc, c'est que c'est pas ultra fiable. Enfin, c'est fiable, mais ça demande une concentration et une vigilance quand on se déplace qui est épuisante, enfin, qui tire du jus, qui tire de l'énergie, parce qu'on est obligé d'être hyper attentif. Enfin, qu'on est obligé d'écouter tout ce qui se passe autour. Il y a des obstacles de partout, des poubelles, des machins. Trouver le passage piéton, c'est complexe. Clairement, un chien guide, c'est une aide exceptionnelle. Enfin, c'est génial d'un point de vue pratique sur les déplacements. Ça, j'en suis parfaitement consciente. Mais après, la canne, si on est à la cool, si on n'est pas trop pressé, ou si on anticipe, voilà, ça peut le faire. Ça marche aussi. Et dans ta vie, il me semble que tu nous as parlé beaucoup du sport. Je continue à monter à cheval d'ailleurs, mais je montais beaucoup à cheval. Je crois que j'en avais discuté avec Laurence de l'épisode 33. Tu partages aussi le sport, le tandem, des choses comme ça. C'est-à-dire que
Enfin, je suis même une cavalière qui ne voit pas ou une cycliste qui ne voit pas. Comment tu as commencé tous ces sports? Est-ce que c'est quelque chose que tu as commencé jeune? Ouais, alors l'équitation, c'était un peu par hasard. On avait eu une initiation à l'école quand j'étais petite. Ouais. Et j'avais bien aimé, j'avais gardé ça dans un coin de tête. Et quelques années après, je suis retournée au club où on avait eu cette initiation et j'ai vraiment eu la chance de tomber sur une monitrice qui m'a considérée comme une cavalière à part entière et qui a adapté sa pédagogie pour me faire vraiment profiter de sa passion, quoi, pour me transmettre. Et le tandem, là pour le coup, c'était avec une amie. J'étais en vacances dans les Landes et à un moment, elle me dit tiens, on pourrait aller à la mer. D'habitude, on y va à vélo, mais là, vu que t'es là, on va prendre un tandem. Et comme la fille était vraiment sportive, pour le coup, elle était ceinture noire de judo, enfin, pas de souci. Elle me dit, bah, vas-y, je pilote. On avait quoi, 17, 18 ans. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers kilomètres en tandem dans la forêt landaise, quoi. Et ça t'a plu? Oui, carrément, ouais. J'avais arrêté pendant quelques années, mais dès qu'on pouvait, on se faisait des périples le long du canal du Midi, ou voilà. Et puis après, la vie a fait qu'à un moment, je n'ai plus du tout eu l'occasion. J'étais tout le temps en ville, enfin, avec le boulot, les études, c'était plus trop possible. Et puis là, depuis quelques années, j'ai eu d'autres opportunités et je m'y suis remise. Ouais, c'est chouette. C'est Romain aussi que j'ai eu dans l'épisode 26. Et lui, c'est son objectif en tout cas de devenir un grand sportif et athlète pour le coup tandem. Romain Fantassino, ouais. Ah non, alors je pense pas à lui, je confonds. D'accord. Un jeune qui a du coup un chien guide et que j'ai interviewé dans l'épisode 26 et qui nous racontait un petit peu sa découverte en tant que déficient visuel. C'est devenu une passion, quoi, vraiment. Bon, il fait aussi du vélo dans son salon, hein, mais en toute sécurité, ça fonctionne très bien. Forcément, on est obligé. Sur toutes ces étapes-là où tu fais encore de l'équitation, d'ailleurs, c'est pas quelque chose que tu as arrêté du tout. Ouais. Tu pratiques dans la région parisienne, d'ailleurs, comment ça se passe? Oui, pas très loin de Paris. Enfin, c'est quand même. En fait, quand je vais monter, faut prendre la demi-journée, quoi. Mais c'est chouette et j'arrive à le faire une fois par semaine. Avec, comme tu disais, la monitrice qui avait juste adapté ses pratiques pédagogiques, là, c'est pareil. C'est plus la même. Oui, bien sûr. J'imagine qu'elle a changé. La même, oui, c'est ça. Enfin, je suis dans un club qui s'appelle les Écuries du Haut-Taquet, qui porte bien son nom. Et ils sont trop cool. Ce que j'aime bien là-bas, c'est il y a la chef, bien sûr, Véro, qui est maintenant une amie en plus, qui a accepté de me prendre, quoi, quand j'ai débarqué, voilà. Et ce qui est sympa, c'est que tous les autres moniteurs, si elle est pas là ou quoi, ils me font monter aussi. Il y a pas de souci, quoi. Tu peux y aller un petit peu plus facilement que s'il y avait qu'une seule personne référente, quoi. Ouais, vraiment, on s'entend bien. Et donc, tu combines tout ça entre donc France Inter le week-end, on va dire l'équitation la semaine. Je sais pas comment tu t'organises dans ta semaine. Non. Globalement, je suis à la radio du jeudi au dimanche. D'accord. Ça me laisse quand même 3 jours, ce qui est cool pour mes activités perso, donc bien le sport ou quoi. Mais enfin, je bosse pas mal. J'ai fait des documentaires à vous de voir pour France 5. J'ai pas mal d'engagements maintenant, un peu au niveau associatif. Je suis la marraine d'une association qui fait la promotion du sport face au cancer du sein, enfin des activités de plein air. Enfin, donc voilà, ça me prend quand même pas mal de temps. Et quand tu dis que tu y es du jeudi au dimanche, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu prépares tes chroniques un peu? Parce que, c'est rigolo, j'ai dit à ma maman que je t'interviewais, elle me dit « Ah, mais je connais ce prénom, je connais ce nom !» Je lui ai confié ton bouquin dont on parlera plus tard. Elle l'a lu, elle m'a dit « Ah, mais je ne savais pas qu'elle était déficiente visuelle et que du coup, de fait, je pouvais t'avoir à mon micro. » Parce qu'en fait, c'est ce que tu dis souvent, j'imagine, c'est que les gens savent pas forcément et au final, ça change pas grand-chose. En fait, finalement, au début, je trouvais vraiment que c'était mieux que ça se sache pas, enfin que de toute façon, ça n'avait pas à se savoir, puisque j'aime bien prendre l'exemple, si vous demandez à un boulanger de faire du pain, le but c'est de manger du pain. S'il vous dit, oui, mais comme je vois pas bien la balance, j'ai mis trop de sel, parce que je suis aveugle, je fais, on s'en fiche, le but c'est qu'il y ait du pain. Et donc moi, quand je fais mon journal des sports, le but c'est qu'il y ait les infos qui sont liées à l'actualité sportive, point. Mais d'un autre côté, finalement, en grandissant, j'ai pris conscience aussi que fallait peut-être que ça sache un peu, enfin que ça pouvait être utile parce que ça ouvre des champs des possibles et ça met sur des réflexions qui sont pas forcément encore envisagées de la part entre guillemets du grand public sur le handicap visuel, sur le fait que les personnes handicapées visuelles sont sur la même planète, peuvent avoir une dimension sociale, peuvent avoir un emploi, peuvent avoir envie de travailler, peuvent partager des mêmes passions avec tout le monde. Et c'est là où finalement le fait de témoigner peut se révéler quand même finalement utile, je pense. Oui, donc ce que tu veux dire, c'est qu'au fur et à mesure de ta maturité, je pense qu'on peut dire ça comme ça, ton expérience, c'est quelque chose que tu as moins caché
Enfin, tu as plus dit, on va dire, parce que tu le cachais pas forcément. Je l'ai jamais caché. Je voulais pas, par exemple, en parler après un journal des sports. Ça, j'aimais pas quand un journaliste, enfin, ou quand un de mes collègues disait, il faut quand même qu'on vous dise, elle n'y voit pas. Là, c'était pas le sujet. En revanche, un jour se dire, on se prend 5 minutes pour expliquer comment tu travailles aux auditeurs. Là, oui, il y avait pas de problème. Et maintenant, c'est vrai que, je fais pas mal de publications sur les réseaux sociaux, à la radio, pour qu'on voit l'appareil que j'utilise, pour que on voit comment c'est possible concrètement, qu'est-ce que ça implique, comment ça se passe pour de vrai, quoi. Mais c'est sûr que moi je sais que j'ai beaucoup fait cet exercice-là avec Anaïs, dont je te parlais, qui avait eu un chien guide assez jeune, là, avec qui j'ai fait un épisode il y a quelques mois, dans l'épisode 35, puisque je l'ai eu en stage en fait, puisqu'elle veut devenir éleveuse de chèvres. Ça me fait aussi penser à ce que tu disais sur le parti boulanger, parce qu'elle est assez consciente que ce sera compliqué d'être éleveuse de chèvres individuelle, et surtout sur la partie élevage. Mais par contre, pour faire du fromage, en effet, pour être productrice fermière sur un élevage de chèvres, ça marche tout à fait, et c'est très sensoriel, donc on n'a pas forcément besoin de voir tout, et on peut s'adapter. Et ce que tu disais aussi par rapport au fait de montrer les outils que tu utilises, j'ai énormément parlé de ça les 15 jours où Anaïs était avec moi, et j'ai tellement appris, parce que plage braille, et plein de choses où tu te dis en tant que voyant, enfin on a parlé de tout, hein, et du coup c'était impressionnant de voir comment on peut s'adapter, comment on peut travailler. En fait, vraiment ce qui est important, c'est au lieu de se dire c'est pas possible, c'est comment c'est possible, ou comment ça pourrait être possible. C'est ça. Ou comment on pourrait améliorer pour que ça devienne possible, ou qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour qu'au moins il y ait une partie de possible, ou pour qu'on puisse avoir la sensation, l'appréhension de la situation, enfin avoir une partie en tous les cas. Un morceau, quoi. Ouais. Si c'est pas possible tout, d'avoir l'idée. Et puis tu vois, c'est vrai que moi je m'en rends compte en échangeant avec vous aussi, parce qu'on échange un peu du support technique, un peu avant d'échanger en vrai pour enregistrer. Et parfois, il y en a certains qui me disent non mais moi en fait j'ai pas d'ordinateur, enfin j'ai une plage braille, c'est tout. Parce qu'en fait, j'ai pas un bloc-notes braille. Ouais, un bloc-notes braille. Je sais pas comment tu l'appelles, mais oui, mais je vois, parce que ça là-dessus, moi je dis toujours aux gamins, enfin aux jeunes qui me demandent des conseils, de se former à l'informatique avec des ordinateurs qu'utilise tout le monde, vraiment pour que si eux ils ont un souci, ou pour qu'ils parlent le même langage avec les voyants. Ça, moi je suis vraiment pour le côté on utilise le plus possible les outils des autres, et c'est les outils des autres qui doivent dans l'idéal être accessible de manière native aux personnes qui voient pas. Et je pense notamment au téléphone mobile, je vais pas donner la marque, mais voilà, c'est dans ce sens-là que ça va. Le système D, c'est sympa, trouver des palliatifs, trouver des compensations, c'est sympa, mais si le global, le sociétal, la société pense son fonctionnement pour tous, ça va mieux marcher. Enfin, ça va être plus pratique pour tout le monde, quoi, pour nous surtout. Et je pense que ce que tu dis, ça peut s'appliquer autant aux outils informatiques qu'aux déplacements. Ouais. Je pense à ta remarque que tu avais fait dans le livre sur le fait que les noms étaient pas forcément tous oralisés dans le métro, ou ce genre de choses comme ça. Où en fait, ça permet de s'adapter à tous et de penser à tous, quoi, normalement. Ouais. Oui, c'est ça. Mais bon, encore dimanche, j'étais en détente avec Lauriane et sa chienne, et c'est vrai que je lui indique le trajet parce qu'elle n'a pas forcément travaillé ce trajet-là. Mais pour le coup, et ça m'a fait penser, parce que c'était juste le jour de la journée mondiale des mobilités et de l'accessibilité, là, il y a certains trottoirs où t'as pas la bande podo parce qu'ils viennent de refaire le trottoir ou de remettre un coup de goudron, et ils n'ont pas pensé à ça, et c'est vrai qu'il y a toujours un mini doute. Alors la chienne, elle doute pas, mais du coup, Lauriane n'a pas... C'est là que vraiment tu vois la différence quand t'as un chien ou quand t'en as pas, c'est que si t'es en canne, tu peux pas savoir où est le passage. Si t'as le chien, il te repère les lignes. Et ça, c'est quand même exceptionnel comme aide. Oui. C'est un truc, j'étais épatée quand j'ai découvert que les chiens guides faisaient ça. Et oui, on leur apprend à ces petits chouchous. Après, ça fait partie des étapes où il faut bien avoir la finalité en tant que famille d'accueil, parce que sinon on peut ne pas la comprendre. De faire asseoir le chien à chaque passage piéton, mais on fait ça des petits, quand ils ont 3-4 mois. C'est génial, et ouais. J'avoue que, tu vois, là, je suis rentrée de la détente, je l'ai raccompagnée, Lauriane. C'était toujours Persia qui guidait, mais je les laisse pas en plein milieu d'une ville qu'elles connaissent pas ou d'un trajet qu'elles connaissent pas. Et derrière, j'ai été ravie, mais comme je le suis quand je rends mes chiens, de traverser en plein milieu de la route, parce que ça fait partie aussi des petites contraintes de prendre toujours les passages piétons, quoi, pour justement bien habituer les élèves chiens guides à pas passer ailleurs, parce qu'il y a plus de repères ailleurs pour leur mettre plus tard. Non, franchement,
je comprends que ça soit contraignant, mais là, pour le coup, c'est une telle aide derrière, c'est chouette. Ouais, et quand il n'y a pas de bande podotactile, hein, donc c'est ces bandes avec des petits clous, là, pour ceux qui voient pas forcément, qui t'indiquent vraiment sous les pieds que t'es face à un passage piéton qui n'est pas forcément toujours perpendiculaire en plus à la chaussée, mais bon, ça c'est encore autre chose. Tout à fait. C'est vrai qu'en termes d'accessibilité, ça pourrait encore s'améliorer. Mais bon, je retiens en tout cas ta remarque sur le fait que c'est intéressant que ce soit les outils de tout le monde qui s'adaptent et non pas d'avoir des outils spécifiques. Si ce n'est que t'as besoin d'un outil intermédiaire si t'as un ordinateur, moi je l'ai bien vu avec Anaïs. Oui, bien sûr, voilà. Oui, d'une compensation en fait, je dis ça, mais d'une compensation. Mais en fait, finalement, plus on va être sur quelque chose de standard, plus ça va marcher facilement. Il y aura pas, ah oui, mais alors vous pouvez utiliser que, par exemple, sur un téléphone, que l'appel. Là, on peut aller partout, on peut faire le plus de choses possible. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire le plus de choses possible. Oui, et puis c'est vrai que quand on travaille ensemble, enfin moi je l'ai bien vu, Anaïs, en tant que stagiaire, elle travaillait avec moi sur certains documents. Et bon, alors tous les documents sont pas hyper accessibles, je lui ai pas fait faire de la mise en page, du graphisme, etc. Il y a quand même des limites à l'adaptation, c'est normal. Mais cependant, une fois qu'elle avait écrit un paragraphe, moi je pouvais le lire sur son ordinateur, sur l'écran de l'ordinateur, ce qu'elle avait écrit avec son clavier classique, et elle le lisait sur sa plage, quoi. Ça faisait aussi partie des petites questions de comment on fait avec un collègue déficient visuel, comment on gère, parce qu'on connaît pas en fait. Oui. Bon, du coup, aujourd'hui, tu es donc chroniqueuse notamment, parce qu'en fait, tu fais plein d'autres choses. Non, je suis c'est mon job principal, mon job à plein temps, c'est vraiment la radio. Enfin, je suis journaliste à Radio France. Ouais. Journaliste à Radio France, c'est comme ça qu'on peut te caractériser. Journaliste à la direction des sports de Radio France, très exactement. Ça fait combien d'années que tu fais ça maintenant ? Que je suis au sport, ça fait, je crois bien, depuis 2015, et que je suis à Radio France, je dirais depuis 2010 ou 2009. Comment tu as atterri à Radio France ? Moi, c'est une question que je me posais, tu vois. En fait, je faisais une école de journalisme à Paris, le CFJ, et j'étais en spécialisation radio, parce que vraiment, c'était le média où je me sentais le mieux. Il y a un recrutement fin de session pour les stages d'été de Radio France, et donc on avait un petit examen, et moi, j'ai été sélectionnée pour un remplacement de 2 mois à France Inter. Et puis après, j'ai enchaîné pas mal de contrats de remplacement. Donc, j'ai intégré leur pool de journalistes remplaçants qu'on appelle le planning. Et puis, un peu plus de 2 ans après, j'ai été titularisée à France Bleu Paris. Et ensuite, 5 ans ou 6 ans après, j'ai bougé au sport. Et j'ai vu là dernièrement, j'avais un petit peu suivi, tu as eu l'occasion aussi de faire le En Débat. Oui, ça c'était le 22 mars. Oui. Donc, pour refaire un peu le pitch du En Débat, tu as animé le En Débat. Non, mais ça, c'était marrant. Ouais. Parce que ça, franchement, on est parti mais d'une feuille blanche avec un copain, enfin un ami qui est à PDV. Et en fait, l'idée, c'était de créer un événement pour parler du handicap dans la campagne présidentielle, enfin pour mettre un peu le handicap en avant au niveau de la campagne présidentielle, parce que il était assez peu présent. C'est vrai qu'on est parti de rien et on a abouti à un site avec des entretiens filmés dans les QG, des entretiens de 20 minutes. Et puis le jour J, on a des candidates qui se sont déplacés, des porte-paroles. Enfin voilà, on avait 8 parties représentées et on a fait un événement d'environ 2 heures avec des questions aussi des internautes et des questions dans la salle. Alors c'était assez complexe. Vraiment, tout le monde n'a pas pu poser ces questions. On a vraiment fait notre maximum, mais j'espère que ça appellera d'autres initiatives et celle-ci va nous servir aussi de ballon d'essai, on va dire. De support, ouais, pour d'autres. Bon, c'est déjà une sacrée. Moi, quand on a démarré le projet, je pensais pas qu'on réussirait déjà à mettre ça en place à la Maison de la Radio. En plus, avec Radio France qui nous soutenait, c'est génial, qui a fait des relais aussi sur les antennes et qui nous, on avait la grande salle, etc. Donc, avec Blind and Design aussi au niveau des équipes techniques et puis et aussi des entretiens dans les QG. Donc, c'était vraiment bien. Ouais, c'est vrai que j'avais vu ça. Alors moi, ça m'avait fait sourire. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand j'ai interviewé Justine, il y a plus d'1 an, c'était pendant les histoires de l'AH qui ne sont pas terminées, l'allocation adulte handicapé et de sa déconjugalisation par rapport au conjoint, etc. Et Justine, dans l'épisode 9, alors c'est une jeune qui est encore étudiante, qui est accompagnée d'un chien guide, on avait beaucoup parlé de ça, on avait suivi la pétition, etc. Et quand j'ai pris de ces nouvelles en janvier, on a fait un live, mais on s'était dit, on fera quelque chose sur quelle est la place dans les programmes des candidats, des dispositions et des mesures en faveur, enfin je sais pas si on peut dire en faveur du handicap, mais en tout cas en faveur de l'égalité par rapport à tout ça. Et bon, au final, on s'est laissé prendre par le temps, et quand j'ai vu le En Débat qui était là, je me suis dit, bon voilà, y a des gens qui l'ont fait bien mieux que nous, et je trouvais ça hyper intéressant justement de confronter les différents programmes, parce que ça a pas forcément été un sujet qui était au cœur de la campagne, je pense quand même. Oui, non, c'est pour ça qu'on avait essayé de faire quelque chose à notre échelle. Enfin, on a fait ce qu'on a pu, mais bon,
on l'a fait. Mais le fait d'avoir été soutenu, de l'avoir fait au sein de la maison de la radio, je pense que ça, c'était très fort quand même comme signal de la part des candidats. Oui, mais c'est aussi pour ça que ça a pris. Enfin, c'était vraiment des énergies qui se sont mises ensemble et oui, évidemment, j'ai beaucoup de chance d'avoir mon entreprise qui, en fait, les valeurs autour du handicap sont très importantes pour Radio France et j'ai vraiment la chance d'avoir une écoute à la maison de la radio qui est exceptionnelle. Et puis, du coup, j'ai ton livre sous les yeux. Il y a le logo de Radio France, bien sûr. Alors, le livre s'appelle Ma vie est un sport d'équipe. Il est paru l'année dernière, en 2021. Comment tu en es arrivé à écrire ce livre ? En fait, c'était une question de progressivement de réflexion. On me pose beaucoup de questions et à force de répondre, etc., je me suis dit mais ce serait bien finalement de faire un témoignage. Il y avait toujours cette notion de peur du handicap visuel, ce côté on comprend pas forcément. Enfin, les gens qui ont jamais rencontré de personnes avec un handicap sont pas forcément à l'aise, savent pas trop comment s'y prendre. Moi, je me suis dit j'étais arrivée à une étape de ma vie où je pouvais me poser et écrire. Et ça correspondait aussi à une phase où j'avais répondu à quelques interviews, où on me demandait de plus en plus des témoignages et où finalement ne ressortaient pas forcément les messages que j'avais moi vraiment envie de partager. Et donc je me suis dit si j'avais envie de véhiculer, de transmettre quelque chose, qu'est-ce que ce serait, de raconter quelque chose, qu'est-ce qui me paraîtrait important ou sympa ou qu'est-ce que j'ai envie de dire. Et donc je me suis posée pour écrire. Oui, parce que je l'ai vu paraître et je l'ai acheté, bien sûr. C'est un ouvrage où tu parles beaucoup. Alors, sport d'équipe, c'est pas uniquement le sport sportif, c'est aussi... C'est au sens large, c'est la réalité de mon quotidien et de la vie quand on n'y voit pas, quoi. On a besoin des autres, mais dans le bon sens du terme. Et c'est le fameux seul on va très vite, mais ensemble on va plus loin, quoi. Oui, c'est vraiment ça, le fait... que c'est pas uniquement dans le sport qu'on trouve cette valeur d'équipe, mais que tu l'as aussi dans tout au quotidien. Ah bah oui, au travail notamment. Ah oui, bien sûr. Et que c'est ça qui te permet aussi de continuer à avancer. Et c'est ce que j'aime aussi. Moi, j'aime beaucoup fonctionner en équipe. Et justement, où tu en es dans ta réflexion par rapport au chien guide ? Est-ce que c'est quelque chose, tu nous as quand même partagé le fait que tu comprenais quelques éléments maintenant que tu n'avais pas forcément compris dans ta jeunesse, on va dire. Est-ce que c'est quelque chose que tu écartes définitivement ou il faut jamais dire jamais Oui, voilà, faut jamais dire jamais, très franchement. Je sais pas, là comme ça, je suis pas plus décidée qu'avant. Mais je suis pas là pour ça, je suis pas là pour te convaincre. Non, mais de toute façon, y a pas. Mais par contre, là où par rapport à il y a quelques années, là où j'ai avancé, je vois vraiment à quel point ça peut aider. Ça peut vraiment aider. Il y a encore 10 ans, je vous aurais dit il y a pas besoin. Mais en fait, si, bien sûr. Et puis après, c'est vraiment des chiens exceptionnels. Je vois les relations qu'ils ont aussi avec leur maître, elles sont vraiment chouettes. Et vraiment, oui, le chien guide. Bien sûr que même je vois moi en tant que femme quand je me balade dans le soir, etc. à Paris, que je me fais aborder plein de fois, je me dis c'est vrai que si j'avais un chien, il y aurait un côté sécurisant qui serait pas désagréable, par exemple. Mais c'est un choix dans le sens où je veux pas prendre un chien juste comme un outil, pas comme un robot, mais oui, il faut que ce soit un partenaire, quoi. Ouais, c'est ça. Faut vraiment je ressente pas trop ces contraintes parce que j'ai pas du tout envie de les faire ressentir aux chiens et j'ai beaucoup trop de respect aussi pour ce qu'ils font. Donc c'est vraiment moi dans ma façon de vivre. C'est marrant, hein, mais je me vois pas me réveiller à 3 ou 4 heures et réveiller le chien et dire viens on va à la radio. C'est bête parce que dans l'absolu je pense que le chien il s'en ficherait. Mais juste moi je me vois pas trop faire ça. Et pourtant franchement j'adore marcher. J'habite pas très loin de Radio France, mais si j'avais un chien j'irais à pied. Mais là, j'y vais pas à pied parce c'est un peu galère les traversées. Il y a des gens, des magasins partout, etc. Donc je prends le bus. Mais c'est vrai que si j'avais un chien, je marcherais beaucoup plus dans Paris. Et moi qui adore marcher à pied, des fois je me dis c'est étonnant que je reste quand même sur ce côté. Bah oui, mais non, je préfère pas. Donc c'est un choix. C'est ton choix. Oui, voilà. Mais avec toutes les parts de doute qui existent dans les choix. Oui, et puis l'évolution, comme tu dis, ouais. Tu n'écartes pas un jour le fait d'en avoir un ou pas. Non. Et c'est pas un refus, c'est ça aussi qui m'intéressait d'échanger avec toi, parce que tu n'es pas anti-chien. Non, pas du tout. Ah non, c'est vraiment pas. Même au contraire, je vois vraiment... Ah non, je trouve ça génial. Il y a des gens qui sont très heureux et je le comprends. Enfin, au contraire, non. Mais c'est juste que voilà, c'est vraiment un choix individuel et aujourd'hui, c'est pas le choix que tu as fait. Mais ça veut pas dire que tu en auras jamais dans ta vie. Non, je sais pas. Ouais. Et justement, souvent, je pose la question, la chose que tu as appris ou découvert avec les chiens guides aveugles. Pour le coup, toi, t'as pas de chien à tes côtés, mais je comprends quand même que tu as appris et découvert dans ta proximité, mais intellectuelle avec les chiens guides,
tout ce que ça pouvait faire, quoi, tout ce que ça pouvait apporter. Ça, c'est quelque chose que tu avais pas. Ouais. Moi, franchement, j'hallucine sur des trucs. J'en ai même vu qui arrivent à guider 2 personnes. C'est-à-dire que quand moi je tiens le bras de l'autre personne aveugle, je me prends aucun poteau, aucun. Enfin, c'est hallucinant. Enfin, moi, je suis quand même en admiration dans ce qu'ils savent faire, quoi. Et devant la sagesse, la fiabilité, c'est vrai que c'est trouver les stations de métro, trouver les chemins. Quand vous êtes dans une foule, dans un salon où il y a plein de monde, enfin un salon type salon autonomique ou salon de l'agriculture. Il va vous trouver l'axe pour passer, l'axe pour sortir du bâtiment. Je trouve ça dingue. Enfin, dingue, je trouve ça très fort. Et puis tu en côtoies quand même, c'est pas parce que t'en as pas toi que tu côtoies pas de chien guide, du coup, si je comprends bien. Bah oui, puisque je côtoie quand même des personnes non-voyantes ou malvoyantes qui ont des chiens guides. Il y en a beaucoup quand même, et oui, donc je vois vraiment comment ça marche, ouais. Est-ce qu'il y a quand même un moment où, parce que c'est une question que je pose aussi, on tâtonne dans cette interview, mais où tu as été bluffé par un chien guide justement, même si c'était pas le tien? Bah ouais, je te dis, c'est quand il arrive à nous guider à 2, quoi. Ouais. Franchement, qu'on arrive à faire dans un quartier que je connais pas du tout, d'une station de métro à un endroit, je sais pas où, enfin peu importe, mais un immeuble où le chien il gère les 2. Sans problème. Et où on est posé, où on peut discuter tranquille, alors que quand on marche en canne à 2, on peut discuter, mais bon, il y a des heures, quoi. Il y a des interruptions des fois. Oui, c'est plus compliqué voilà. Du coup, faut être focus. Ouais. C'est vraiment ça qui me... Ça et le côté aussi liberté pour marcher. Je vois le nombre de copains qui viennent à pied d'un point A à un point B, où ils se font une demi-heure de marche à pied, où moi, en canne, je mettrais 3/4 d'heure ou une petite heure, enfin, vraiment. Et où j'arriverais, j'en aurais marre parce que j'aurais galéré avec, je sais pas, 12 poubelles, 3 trottinettes, des vélos, le passage piéton qui était pas bien, machin, enfin bon, tout ça, quoi. Ça me rappelle, tu étais au bras d'un ami qui était guidé par son chien. Exact. Et c'est vrai que Jean-Pierre, que j'ai eu dans l'épisode 30, me racontait justement que c'est comme ça, en fait, qu'il est arrivé au chien guide. C'est un jour où il a eu l'occasion de suivre un ami par le bras, qui lui-même était guidé par un chien guide, et que là, il a été hyper bluffé du fait qu'ils se sont pris aucun obstacle. Et en fait, c'est ça qui lui a fait justement avancer dans cette démarche de chien guide qu'il avait pas du tout en tête, en disant, mais en fait, c'est beaucoup plus qu'un confort technique au final, parce que t'as beaucoup plus de choses à partager. Mais c'est avant tout le confort technique du déplacement qui lui avait fait réfléchir, on va dire, à cette possibilité-là. Bah, moi, l'étape que j'ai pas encore, mais je pense que ça va arriver, c'est, ils m'ont toujours dit, les copains, mais prends un harnais et suis un chien, et tu verras comment c'est. Et ça, je l'ai pas encore fait, mais c'est vrai qu'il faudrait que je le fasse. Mais là, ça pourrait peut-être me faire changer d'avis. C'est possible, c'est pas exclu. Oui, non, mais ça, c'est aussi à toi de voir dans ton expérience. Ouais. Et à l'inverse, je sais que j'en avais beaucoup parlé avec Fabienne Ostan, qui, elle, fait beaucoup de danse, donc dans les yeux fermés, son association. Et dans l'épisode 15, alors qu'elle venait juste d'annoncer la mise à la retraite de son premier chien guide, et unique pour l'instant, Finlay. Du coup, je sautais sur l'opportunité parce qu'on a beaucoup parlé de la retraite et c'était très bien. J'ai eu l'occasion d'avoir dans l'épisode 16 la famille de retraite qu'elle avait trouvée, etc. avec l'école. Et c'était vachement bien parce qu'aujourd'hui, il y a eu un avant chien guide pour elle, un après, mais il n'y a pas forcément un après avec un second chien guide pour l'instant. Je l'ai eu là il y a pas longtemps. On a fait un live Instagram parce que c'était les 1 an de notre épisode ensemble. Et c'est intéressant aussi de voir que voilà, c'est pas non plus on a un chien guide et on en a toute sa vie, ou on a un chien guide très jeune parce qu'on... Enfin voilà, c'est vraiment la relation avec les chiens guides est vraiment très personnelle et elle découle beaucoup du choix aussi que vous faites en fait tout simplement. Oui. Et c'est pas un automatisme, tu peux en avoir un, plus en avoir, et c'est un choix de continuer ou pas encore avec un chien guide, de faire une pause, de commencer plus tard. Enfin j'ai envie de dire voilà, c'est un parcours de vie qui est pas juste t'es déficient visuel, tu vas faire ta demande de chien guide quoi. Ah bah non, puis il y a même des personnes, je pense, qui pourraient pas bien, parce que c'est une responsabilité aussi le chien. Enfin, faut quand même faire attention, quoi. Il y a tout le côté logistique, faut le sortir tous les soirs, même si on est crevé. Enfin bon, voilà, tu connais ça. Faut lui donner à manger, respecter telle consigne par rapport au dressage, etc. Donc c'est vachement important. C'est aussi une responsabilité, c'est un engagement. Le chien, il nous donne tout et il faut s'engager vis-à-vis de lui aussi. Des choses à donner de notre côté. Faut que chacun fasse une part du chemin et c'est très chouette. Mais il y a aussi des gens qui n'ont pas cette appétence-là, tout simplement, et c'est possible. Enfin, c'est un droit. Et bon, je pourrais dire, il n'y a pas de jugement de valeur, mais c'est vraiment voilà, question de personnalité, question de phase de vie, de moment de vie, d'envie, de choix. Exactement, c'est ça. Avoir un chien guide ou de pas avoir un chien guide, c'est un choix. On pourrait résumer ça comme ça. Et je me demandais si tu avais fait une ou plusieurs rencontres exceptionnelles, du coup, via les chiens guides quand même ou pas du tout.
Moi, j'allais dire, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est des personnes non-voyantes qui m'ont fait rencontrer des chiens exceptionnels. Ah oui? Ouais, c'est plutôt des chiens auxquels je me suis énormément attachée. Je me souviens quand j'étais ado, quand je faisais mes premières compétitions d'équitation et qu'il y avait la nana de l'équipe de France, enfin la nana, c'est une amie maintenant, Caroline Desmerger, je me souviens encore de son chien, il s'appelait Graff, mais je l'adorais ce chien, il était trop sympa et pourtant, voilà, malgré cette rencontre, je me souviens, je lui disais assis, il s'asseyait, j'étais épatée. Mais il était hyper câlin, il était tout doux. Enfin, vraiment, j'ai ce souvenir. Moi, j'avais 15 ans. Et pourtant, malgré cette rencontre, voilà, moi, j'ai pas eu envie d'avoir un chien pour moi. Là, plus récemment, le chien guide d'un ami, c'est un chien, il est intelligent pour 12, quoi. J'ai jamais vu une telle intelligence, j'ai jamais vu... C'est quoi son petit nom? Groove. J'ai jamais vu une telle personnalité aussi. Enfin, c'est dingue. J'adore ce chien. Donc ouais, non, c'est dans l'autre sens. Moi, c'est les gens qui m'ont fait rencontrer des super chiens. Ouais, des chiens magiques. Mais c'est vrai que j'avais jamais imaginé dans ce sens-là, mais moi aussi j'en ai rencontré des super chiens guides et c'est fou de voir aussi l'impact qu'ils ont eu dans la vie de leur maître, mais pas uniquement dans le guidage, dans la vie sociale, dans tout le reste, quoi. Ça traduit aussi la relation entre le maître et le chien, si elle est équilibrée, si chacun y trouve son compte, si elle est saine, si elle est vivante, enfin c'est hyper intéressant. Mais du coup, ouais, j'avais jamais vu ça dans l'autre sens, mais t'as raison. Je pourrais poser la question aussi dans l'autre sens. Est-ce que grâce à des personnes, vous avez rencontré des chiens guides exceptionnels? Je vais quand même te poser la question si tu as eu un pire et un meilleur moment à proximité d'un chien guide ou pas du tout? Ben, alors c'est pas un chien guide, mais je m'en rappelle pas, mais il paraît que quand j'avais 1 an, enfin quand je commençais à peine à marcher, il y a un chien qui m'a mis les 2 pattes sur les épaules pour me lécher le visage et que ça m'a terrorisée. C'est ma mère qui m'a raconté ça il y a quelques années, en me disant, ça se trouve, c'est pour ça que t'as pas envie d'avoir un chien, parce que c'est resté, bon alors là, ça relève de la psychanalyse, mais elle me dit, ça se trouve, c'est resté marqué. Moi, je m'en souviens plus. Mais bon, puis c'était pas un chien guide. Voilà, après non, un pire moment avec un chien guide. C'est plutôt des bons moments. Oui, 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 ils sont cool les chiens guides. Et le meilleur moment du coup? C'est le côté pouvoir être serein et parler avec l'autre personne non-voyante avec laquelle on est et sans trop se concentrer sur le trajet. C'est vrai que c'est très apaisant. Et c'est quelque chose d'assez incroyable, enfin de très positif. Le fait de déléguer du coup le déplacement, on va dire, au chien. Ouais. Parce que c'est vrai que par rapport à ça, quand toi tu es à la canne, tu focuses, t'analyses. Juste, je suis concentrée. Enfin, je peux pas. Enfin, si je le fais, d'ailleurs, j'ai tendance à penser à autre chose. Enfin, j'ai mes pensées qui tournent et donc je fais des conneries des fois. Mais des fois, je me retrouve mais tellement pas au bon. Enfin, j'ai tourné, j'ai pas fait gaffe. Enfin, bon, normal. Et justement, ça, quand on a le chien, c'est génial parce qu'on peut penser, quoi. Enfin, on peut faire comme vous, enfin comme les voyants quand ils se baladent, quoi, flâner. Enfin, il y a un côté balade qui va être plus agréable, quoi. Enfin, en tout cas, au moins une dépense d'énergie en moins. Et inversement, tu vois, par mon expérience, quand on a un élève chien guide, je pense qu'on retombe au stade, on peut pas tenir une conversation. Enfin, non, ouais. Je le fais très bien avec des gens qui connaissent les chiens guides parce qu'en fait, ou avec des gens qui ont des chiens guides, pareil là, tu vois, je te parlais de Lauriane, quand on parle dans la rue et qu'en même temps je lui dis les lignes à gauche, etc., et qu'elle elle redit à son chien, on le fait assez naturellement et on reprend là où on était dans notre conversation sans problème. Mais ça c'est quelque chose au tout début, et je sais que mon conjoint a encore du mal quand on a des élèves chiens guides, c'est le fait de pas pouvoir tenir une conversation parce que les gens qui ne connaissent pas les chiens guides ou qui n'ont pas cette expérience eux-mêmes de famille d'accueil ou famille relais, ils vont s'interrompre, ils vont pas savoir s'ils ont le droit de reprendre la conversation, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui c'est assez gênant. Alors, quand on est entre familles d'accueil, par contre, c'est pas très grave parce qu'on se comprend tellement qu'au final, voilà, il y a du assis les lignes au milieu des conversations, il y a à droite, à gauche, la descente, etc. Alors qu'avec des gens qui connaissent pas, ça peut être un peu perturbant, rien que le fait de s'arrêter au passage piéton. C'est un peu bizarre de dire assis les lignes à son chien, de se rendre compte que la personne est 1 mètre devant, parce que oui, le feu est vert, oui, on est bien sur un passage piéton, mais non, le chien doit s'asseoir, quoi. Au stade de famille d'accueil... c'est un sacré rôle pédagogique, hein. Ouais. Éducatif et pédagogique. Et pour le coup, la conversation, ça sera fluide plus tard. Mais oui, on est à ce stade-là, donc... après, je te dis, entre famille d'accueil, on se comprend, en fait, donc... Et puis, avec mon conjoint, entre nous, ça va, même si c'est pas toujours évident de reprendre la conversation, etc. Des fois, il faut reprendre le chien aussi, il y a des choses qu'on n'avait pas vues, etc. Donc, c'est assez rigolo de voir le parallèle. Donc nous, avec un élève chien guide, on n'est pas forcément les plus autonomes dans notre conversation, mais vous, une fois que vous l'avez, c'est quand même chouette d'avoir cette concentration que tu peux mettre ailleurs, en fait. Tu peux dédier ton cerveau ailleurs qu'au déplacement. Ouais, ou juste, il y a un côté confortable, sécure, enfin un peu, sécurisant.
Il y a aussi ça, parce que ouais, effectivement, on peut discuter, mais il y a aussi la canne, on n'est jamais à l'abri d'avoir pas touché un truc, ou enfin voilà, de se mettre un petit peu en danger, ou de se cogner sur un truc. Le chien, il y a ce petit stress en moins, qui est quand même agréable. Et puis, comme me disent beaucoup de déficients visuels, en final, les obstacles, tu les sens même pas avec le chien puisqu'il slalome. Enfin, tu sens que tu marches pas forcément droit. Bon, c'est pas un slalom droite-gauche. Hein. C'est juste que... Non, mais quand je dis ça, les gens, ils s'imaginent... Non, mais moi, j'ai vu Groove sortir de travaux. Enfin, il y avait des travaux, il arrive à piger le petit chemin avec l'espèce de dalle en planche de bois. Enfin, il emmène au bon endroit. Enfin, c'est quand même... C'est rassurant, quoi. C'est vachement bien. Bon, mais en tout cas, mais c'est très intéressant et merci de partager avec nous, avec nous, ton expérience et ton point de vue là-dessus, parce que, voilà, comme je le disais, c'est pas parce qu'on est déficient visuel qu'on doit obligatoirement nous coller un chien guide. Et je pense que ça aussi, ça peut être un défaut des proches parfois. J'ai des gens dans mon entourage ou dans l'entourage de mes proches qui deviennent déficients visuels au fur et à mesure, qui perdent un peu la vue. Et les gens disent tout de suite non mais tu devrais prendre un chien guide, etc. Et je pense qu'il y a quand même un cheminement pour savoir si on en veut un ou pas. Oui, il y a un cheminement, ouais, je suis d'accord, ouais. Et j'ai des proches avec qui, moi c'est l'occasion, quand j'ai un élève chien guide, on va les voir, on parle, et après, mais je suis pas là à pousser à la consommation, j'ai envie de dire. On comparait ça aussi avec le désir de parentalité, ou le désir d'avoir une voiture, un bolide, ou quoi que ce soit, c'est un peu la même chose. Ou de faire de l'équitation, on disait, c'est... c'est des questions de goût aussi. Voilà, de choix de vie, et de choix d'être accompagné ou non par un chien guide. Oui, d'avoir cette responsabilité, ou de s'engager aussi auprès du chien guide, enfin de s'investir, enfin, ou je sais pas si c'est le terme, mais... Et par respect pour le chien aussi, ce qu'ils font, c'est vraiment super. Donc moi, parce que je respecte aussi, je veux pas faire n'importe quoi avec un chien, quoi. Clairement pas. Mais on voit en tout cas que c'est une décision mûrement réfléchie dans un sens ou dans un autre. Ce qui était important pour moi aujourd'hui de mettre vraiment en regard, parce que c'est vrai dans mes interviews, on fonce tête baissée, on est tous passionnés par les chiens guides en général, donc on est à fond dans le truc, comme si être déficient visuel était forcément accompagné d'un désir d'un chien guide. On peut se débrouiller sans aussi, on peut avoir une vie très épanouie sans. Mais avec aussi, hein, c'est pas du tout, voilà. C'est une question de choix. Ouais. Bon, mais écoute, Laetitia, où est-ce qu'on peut retrouver du coup? On peut te retrouver sur Instagram. Ah oui, ouais. Sur d'autres événements, on a parlé du En Débat, je remettrai le lien. On peut retrouver ton livre de partout, donc Ma vie est un sport d'équipe, il est de partout, aux éditions Stock. Et puis on peut te suivre, donc ton Instagram c'est c'est Laetitia-Bernard-journaliste. Voilà. J'ai le même sur Facebook. Oui, après, j'ai les journaux des sports sur Inter et Info le samedi et le dimanche matin. Pour l'instant, parce que ça va changer, ça encore. Mais ouais, voilà, pour l'instant, c'est ça. D'accord, ça va changer. Tu veux dire que tu changes de... Ouais, de poste en septembre, ouais. Tu vas aller sur quel type de chronique? Je sais pas, c'est pas encore déterminé. Ok. Tu restes sur la délégation sportive ou pas forcément? C'est pas encore déterminé. Mais je reste à la radio. Eh ben écoute, plein de teasing pour ton futur. On te souhaite en tout cas une super continuation. Et puis, on se reparlera peut-être un jour avec un chien guide, sans chien guide. Seul l'avenir nous le dira. Enfin, on se reparlera, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et merci beaucoup en tout cas pour ton temps. Merci. À très bientôt. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Laetitia d'avoir pris le temps d'échanger avec moi sur cette question épineuse du choix d'avoir ou non un chien guide. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver sur futurchienguide.fr des photos de Laetitia dans son quotidien de journaliste et cavalière notamment. Et très bientôt, la transcription intégrale de cet épisode. Pour m'envoyer vos retours, écrivez-moi sur Instagram ou Facebook. J'adore vraiment échanger sur vos ressentis suite aux écoutes, voire même pendant. Alors, à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.